Le fait que je sois pas pareil que j'agisse pas pareil que, c'était du pain béni, si tu veux. C'est comme si j'avais servi sur un plateau d'argent les 101 solutions pour me martyriser pendant 3 ans. J'ai harcelé. 3e épisode. Dois-je passer l'éponge ? Cet épisode fait le récit de moments de violence physique, psychologique et évoque la question du suicide. Si ces sujets vous touchent, écoutez-le quand vous vous sentirez prêt et prête et dans les meilleures conditions possibles. Je m'appelle Juliette, j'ai 33 ans et je suis actuellement banquière. Mon chez-moi, c'est une espèce de petit vestige de ce qui me tient à cœur, parce que j'aime beaucoup la décoration et la mode, donc ça ressemble un petit peu à un Versailles. Je vis avec mon conjoint depuis 7 ans, on est pacsés, on a une petite fille qui a 5 ans. Je pense être quelqu'un d'attentionné. Dans mon travail, par exemple, même si la banquière, on l'imagine froide avec un tailleur bleu marine, voire noir si jamais c'est la folie du slip. Non, je m'habille en pin-up, donc rien à voir avec ce qu'on peut croiser dans une agence classiquement. Je suis quelqu'un de jovial, j'aime beaucoup rire. Et j'aime beaucoup faire rire aussi, parce qu'il n'y a pas un entretien au boulot où on ne rit pas. Alors mon père, je l'ai vu une fois. J'avais 5 ans. Ma mère, quand j'ai 2 ans, elle se rend compte que je serai vraiment pas le truc qui va faire que mon père va rester. Donc mon père est très très beau mec. Moi, je finis avec des grosses bouclettes, les cheveux noirs, le teint un peu mat. Donc voilà, ma mère se rend compte effectivement que je suis plus un portrait de mon père. Et à chaque fois qu'elle me regarde, je la renvoie à son propre échec et pour elle, c'est insoutenable. Du coup, elle se barre, elle me laisse dans mon lit, elle appelle mes grands-parents, elle leur dit « Les gars, je suis partie ». Juliette, elle est dans son berceau, moi j'en veux plus, démerdez-vous. Je vis chez mon arrière-grand-mère. En fait, j'avais pas de schéma familial classique, j'avais pas de maman, de papa à la maison. Moi j'avais une arrière-grand-mère, physiquement tout le temps puisque je vivais chez elle, et j'avais une grand-mère qui me disait bonjour le matin et bonne nuit le soir. Et ma mère était toujours une espèce d'oiseau de mauvais augure, un sous-jacent à tout moment quand j'étais heureuse. Je me disais elle va réapparaître, elle va faire que je sois malheureuse. Et toute ma vie, ma mère ça a été juste ça. Voilà, j'arrive au collège, j'ai 9 ans et demi parce que je suis née en fin d'année. J'étais surexcitée le matin, j'étais motivée. Je tiens la main de ma grand-mère d'une et de mon arrière-grand-mère de l'autre. Après avoir supplié vraiment au téléphone ma mère de venir aussi, mais ça l'intéressait pas parce que de toute façon la bougnoule elle ira à l'école, mais comme elle est trop conne, elle apprendra rien. Bougnoule, c'est dit exprès parce que dans la tête de ma mère, elle me l'a dit elle-même, c'est ça. Mon arrière-grand-mère était quelqu'un de très chic, très années 50, elle a toujours été conservée dans son jus. Et ma grand-mère, on est sur une gravure de mode. Des talons de 10 cm, un tailleur Chanel, enfin vraiment on est dans l'archétype de la grand-mère un peu bourgeoise. Et elle me dit, t'inquiète pas, tu vas voir, c'est de rentrer comme les autres. Et là en fait je me rends compte que pas du tout, parce que personne ne me ressemble. Alors c'est pas une histoire de blonde avec des boucles ou quoi que ce soit, non c'est vraiment que personne n'est fringué comme moi. Et surtout, que personne ne vient dans la combinaison familiale que moi j'ai en fait. Parce que personne vient avec sa grand-mère et son arrière-grand-mère. Donc déjà, interrogation toute mignonne d'ailleurs dans les yeux des gosses autour de moi, parce qu'ils se disent mais attends, pourquoi tout le monde vient avec ses parents et elle déboule avec l'EHPAD ? C'est quoi ce bordel ? À l'époque, j'ai peur, en fait, je me dis waouh, ils vont me détester, ils vont pas comprendre, je veux partir. En fait, je veux pas rester. Et là, je vois Romain. Il est pas devant la classe, mais il est pas non plus au tréfonds. Il est avec un autre pote à lui et une fille qu'il connaît déjà. Ils discutent de leurs vacances, je sais pas quoi. Et ça a commencé par on m'a coupé la parole.
Ça a commencé par on riait quand je posais une question. Ça a commencé par des espèces de têtes un peu moqueuses. Mais en vrai, moi je me disais, en plus si je pose cette question, ça se trouve il y a plein d'autres gens, ils osent pas la poser. Et du coup, si moi je la pose, tout le monde aura la réponse. En fait, c'est pas du tout... on a tous eu quelqu'un qui aimait étaler sa science et qu'on détestait profondément. Moi j'en ai eu au lycée, des gens comme ça. Mais jamais de la vie je me serais permise de leur faire remarquer. Je me dis, s'ils le font, c'est qu'ils en ont besoin. Ça a commencé en sport, dans les vestiaires, on se moquait de moi. Moi, je voulais pas aller en sport. Moi, ça m'intéressait pas, moi, j'aimais pas ça. Moi, j'adorais la musique, j'adorais les arts plastiques, le français, l'histoire géo. Et encore une fois, malgré moi, je me retrouvais en décalage avec eux. Et voilà. En fait, les personnes harcelées ou à risque de harcèlement, on peut les repérer assez rapidement. Dans une cour de récréation, c'est souvent ceux qui sont seuls. Pendant les cours de sport, c'est effectivement ceux qui sont choisis en dernier. Ou pendant un cours, c'est ceux pour lesquels on va rigoler s'ils donnent une mauvaise réponse. Delphine Py, je suis psychologue spécialisée en thérapie cognitive et comportementale. Donc, il y a quand même des signes précurseurs ou des signes qui peuvent alerter sur le fait qu'un enfant est plus à risque de subir du harcèlement, ouais. On est en 6e, du coup, je fais trilingue, parce que ma mère l'a décidé, je sais pas pourquoi, mais bref. Et ce cours d'anglais, moi je l'adore, même si je fais en sorte d'avoir des mauvaises notes, pour qu'on me laisse tranquille. Parce que je me dis que comme ça, je suis mauvaise, je suis bête, on n'en parle plus, et personne ne me sollicite. Ce cours d'anglais, honnêtement, on sortait nos stabilos et nos feutres et tout ce qu'on avait besoin de la trousse avant pour pas qu'il y ait de bruit dans ce cours. Donc c'était vraiment... c'est presque une messe le truc. Donc voilà. Donc pendant 1 heure, on est quand même des gamins de 10 ans, on doit se contenir, on doit être sage, on doit rien dire, machin. Et on sort de ce cours, puisque un jour il y a une fin. Donc ma paix s'arrête. Et je descends, et là, en fait, Romain me crache au visage. Je sais pas, il avait besoin de montrer une fois de plus sa supériorité par rapport à moi. Et je me revois serrer les poings, parce qu'en vrai, j'ai envie de lui en mettre une, mais comme je me suis jamais battue de ma vie jusqu'alors. Et je me dis, non, en fait. Donc je prends ma main, j'essuie ma joue, et je lui dis, c'est pas grave. Parce que je trouve que c'est tellement plus désarmant de lui dire que c'est pas grave, plutôt que de lui dire, de me fâcher avec lui, surtout que j'aurais pas eu gain de cause. J'essayais de pas répondre, justement. Au début, j'ai essayé, mais je me rendais compte, je prenais quand même beaucoup de conseils auprès de mes grands-mères, et elles me disaient souvent que quand il y a ce genre de choses, elles me disaient ça existait de tout temps. Nous aussi, on a eu quand on était au lycée, machin. Plus tu es dans la réponse, plus tu appelles la violence, et plus les gens en fait ont envie, et ça les amuse. Parce que quand tu réponds, quand t'es réactive, c'est que quelque part tu partages leur code et que t'as envie, enfin pas envie que ça dure, c'était pas masochiste, mais tu fais perdurer la chose. Alors que si tu ignores, ou si tu ne réponds pas, ou si tu te laisses faire, à un moment donné peut-être que ça lassera les gens. On va réagir. Je prends un exemple bête, mais si là tu me dis ton t-shirt Delphine il est moche, et que je dis ah ouais non c'est pas gentil, mon t-shirt moi je l'aime bien, pourquoi tu dis ça, je me défends, mais en fait oui je me défends, mais ça va provoquer quelque chose, c'est l'autre, ça montre que ça me touche. Et du coup, ça renforce le comportement de harcèlement. Si je dis rien et qu'au niveau non-verbal, je baisse la tête, je pleure ou j'ai l'air touchée, c'est pareil, ça va renforcer le comportement. Une des manières de lutter contre le harcèlement, c'est de faire semblant que ça ne nous touche pas. C'est-à-dire dire ok, t'aimes pas mon t-shirt. Et si la personne va plus loin, ouais, non, mais ton t-shirt il va même pas avec ta tête, t'es moche, j'ai bien compris que tu n'aimais pas mon t-shirt. On fait le disque rayé, c'est-à-dire qu'on va répéter la même chose, mais de manière neutre et pas négative pour nous, et pour montrer qu'on s'en fout en fait. C'est vraiment la dynamique du groupe qui va entraîner le harcèlement. Donc chacun a sa part de responsabilité, et ça c'est important de le noter. Et c'est vrai que des fois, moi quand je reçois par exemple des victimes, quand je parle de ça, il y a tout de suite un petit rejet. C'est-à-dire ah oui mais moi je suis victime mais je suis pas responsable. Et c'est sûr que la personne n'est pas coupable du harcèlement. Mais je trouve que c'est quand même hyper intéressant de noter sa part de responsabilité, ou en tous les cas de voir comment notre comportement peut entretenir le harcèlement ou au contraire le diminuer, parce que ça donne du pouvoir. Ça donne à la personne la capacité de sortir du harcèlement.
C'est pas pour culpabiliser, hein, c'est pas du tout pour ça, mais au contraire pour redonner du pouvoir aux personnes qui sont victimes de harcèlement. Mon arrière-grand-mère allait chez le coiffeur, tout près de la maison de Romain. Et un matin, moi j'ai accompagné mon arrière-grand-mère, et puis comme elle avait rendez-vous, tu sais, les vieux, ils ont rendez-vous à 7h15. Je suis restée un peu avec elle, et puis je me suis dit, tiens, il est l'heure d'aller à l'école. Et j'ai traversé un passage piéton, et là, Romain est sorti de chez lui. On a marché ensemble jusqu'au collège, on a rigolé. Et après, on s'est séparés. Je lui ai dit, écoute, il n'y a pas de problème, avance un peu, et moi je viendrai après. Et là, en fait, j'ai vu le vrai visage de Romain. C'était hyper sympa. A posteriori, je me suis dit, putain, mais pourquoi il est pas comme ça tout le temps ? Enfin, c'était surréaliste à quel point on pouvait être gentil avec quelqu'un et lui dire, du coup, pourquoi t'es là ? Alors je lui raconte que ma mémé va chez le coiffeur, il me dit, ah oui, ma grand-mère aussi, c'est un truc de grand-mère ou je sais pas quoi. Et on discutait et on a ri. Et moi, j'ai pas compris, en fait, comment on pouvait être aussi destructeur avec quelqu'un et en même temps aussi gentil. Ma mère, un jour, en a eu marre. J'étais en 4e, donc on est en 2004. Elle est allée voir une assistante sociale. Elle a dit, voilà, cette chose-là, ce truc que je vous ramène est une, et c'est les vrais termes, est une entrave à mon expansion professionnelle et à ma vie de femme. Soit vous vous en débarrassez, soit c'est moi qui le fais. Voilà. Donc tu dis ça à des services sociaux pas trop dégueulasses. Normalement, ils te prennent la gosse et voilà. Parce que ma mère avait fait en parallèle intervenir un ami à elle qui était psychiatre ou je sais pas quoi, qui a déclaré mon arrière-grand-mère folle alors qu'elle criait par monts et par vaux que non, pas du tout, mais qui va écouter une femme de 85 ans. Ils m'ont envoyé donc en famille d'accueil en Haute-Saône chez des gens qui faisaient que ça pour la thune. On est en 2005 et en mai. Le temps passe, c'est trop dur et je choisis de mourir. Mon arrière-grand-mère prenait du Lexomil, comme beaucoup de vieilles mamies. C'était la mode à l'époque. Et je me suis acheté une bouteille de Jack Daniels au Monoprix à Neudorf. Et je me suis tapé 3 boîtes. Et je me suis réveillée 3 semaines après, à l'hôpital, intubée de partout. Au fond de moi, je voulais pas mourir réellement physiquement. Je voulais juste que ma douleur, elle meure. Et que du coup, je puisse revenir. Et je me suis dit que c'était terminé. Il faut pas avoir honte d'avoir besoin d'aide. On se dit, on a tous besoin d'aide à un moment donné. Tout le monde peut aller voir un psychologue, un art thérapeute. Voilà, il y a autant de façons de s'illustrer et de se sauver qu'il y a de personnes. En tant que victime de harcèlement, ça peut créer des psychotraumatismes et ce qu'on appelle les traumatismes complexes. C'est-à-dire qu'il y a 2 types de traumas. Les traumas simples, c'est un événement précis une fois. Le trauma complexe, c'est plutôt un événement qui va être plus long, qui va durer dans le temps, donc notamment le harcèlement scolaire. Donc le traumatisme avec possiblement un état de stress dépassé, donc ce qu'on appelait PTSD, syndrome de stress post-traumatique, qui peut avoir des conséquences sur des réviviscences, voilà, des flashs, des choses comme ça. Il peut y avoir forcément une mauvaise estime de soi, c'est-à-dire qu'on se trouve nul, on se donne pas de valeur. Et donc souvent, on peut voir des gens qui sont beaucoup dans la passivité en termes de communication ou de temps en temps, dans l'agressivité. On peut noter aussi plus de dépression et notamment des jeunes qui ont plus d'idées suicidaires que les personnes qui n'ont pas subi de harcèlement. Fière, je le suis, même plus que fière, parce que je me dis qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui auraient laissé tomber, qui auraient dit allez, je m'en fiche, qui auraient pas fait d'études, qui auraient pas développé le côté bienveillant et l'auraient pas vraiment illustré. Je peux pas avoir enduré tout ça pour au final devenir ce qui aurait pu être détesté.
On est en 2014, je suis aux Antilles avec mes copines de l'école et on va à la plage parce que ça se fait là-bas beaucoup. Et je bronze, je mets du monoeil et mon téléphone sonne. Et là je vois Romain et je me dis, et là je deviens toute chelou, je me recentre et je lis ce message. Salut Juliette, je voulais dire que j'ai été désolé d'avoir été autant infect avec toi au collège. Je suis aussi désolé d'avoir raccroché quand tu m'as rappelé des années plus tard. J'ai profité de ta faiblesse à l'époque et du fait que, isolé dans la classe, à cause de moi, tu ne pouvais pas te défendre. J'ai fait de toi un bouc émissaire pour toute une classe à l'époque. Tu ne méritais pas ça, ça aurait pu tomber sur quelqu'un d'autre, ça aurait pu tomber sur moi. J'ai été dégueulasse, je pourrais pas me rattraper. J'ai pensé beaucoup au mal que je t'ai fait, je me suis construit avec ce monstre en moi, savoir de quel sadisme j'étais capable. J'espère que tu vas bien. Je te souhaite du bonheur et du bonheur à tes proches. Un mot Facebook 10 ans après, c'est assez maigre. Tu es sûrement loin de tout ça et je ne fais pas ça pour expier mes fautes. Je veux juste que tu saches vraiment que je pense que tu ne méritais pas ça. Et je comprends pas. Mais vraiment, je ne comprends pas. Dans le prochain épisode... Tu sais, contrairement à ce que tu as pu dire, ces années collège ont laissé des marques dans ma vie. Je suis devenue dure avec les autres, je ne montre plus ce que je ressens du coup. Je passe pour une femme au cœur de glace. Ton mail m'a pour le moins surpris. Dois-je passer l'éponge ? J'ai harcelé est une série pensée et écrite par Estelle Janjo et Paola Guzzo. Réalisation et mixage par Benjamin Massé, composition Yann Thierry, une série L'Acmé originale.